Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, plongeons dans l'histoire de la région Aquitaine avec la découverte du musée éponyme, un voyage temporel et artistique. Le créateur de mode Benjamin Benmoyal fait rimer écologie et technologie pour donner naissance à des pièces résolument ancrées dans leur temps. La philosophe de l'épure de la maison Paloma Wool s'exprime à travers la simplicité et la maîtrise des coupes. Dans les ateliers de création de costumes de l'Opéra de Bordeaux, on habille de lumière danseurs et danseuses. C'est le geste. Mais avant de retrouver le créateur Benjamin Benmoyal, tout de suite point de vue. En 2014, l'artiste islando-danois Olafur Eliasson frappe fort. S'il est déjà connu pour ses installations qui interrogent le rapport de l'homme à l'environnement, il décide d'installer des blocs de glace venus tout droit du Groenland dans les villes de Copenhague, Paris puis Londres. Condamné à fondre devant les yeux des passants, l'œuvre a pour vocation de sensibiliser à la préciosité des ressources. Mais l'extraction et le transport de ces 100 tonnes de glace se heurtent à un paradoxe ultime. Dénoncé, mais à quel prix ? En un siècle d'existence, le jazz n'a pas pris une ride et continue de toucher un public de plus en plus large. Dans ce grand atlas édité chez Glénat, Philippe Margottin revient sur les histoires des grands de ce courant inépuisable, nés au cœur d'une Amérique jeune et dynamique. Des maîtres Louis Armstrong ou Johnny Dodds, en passant par le moderne Sonny Rollins et les grandes divas comme Billie Holiday ou Ella Fitzgerald, il rend hommage aux plus grands musiciens de jazz. Une immersion musicale intemporelle. Si on a un peu de mal à dater son origine, l'existence de l'allumette est bien attestée en Chine dès le VIe siècle. On a effectivement retrouvé des traces de bâtonnets de pin imprégnés de soufre qui auraient été fabriqués à cet usage. Le feu prend si bien qu'il se répand à travers le monde, donnant naissance aux versions en papier roulé, en roseau ou encore en mèche de coton. Sa version contemporaine est quant à elle française et a été inventée en 1805 par Jean-Joseph Louis Chancel. Rien que ça. Si vous n'avez pas la chance d'avoir le pouvoir de remonter le temps, le musée d'Aquitaine s'en chargera pour vous, une épopée historique. C'est un musée d'histoire, c'est un musée de civilisation qui présente donc une très longue histoire sur 400 000 ans, des débuts des premiers hommes d'Aquitaine jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au XXIe siècle, avec donc à la fois des collections qui parlent de l'histoire de Bordeaux, qui parlent également de l'histoire de la région de Nouvelle-Aquitaine et qui parlent aussi de leur relation à ces deux territoires avec le reste du monde, avec des collections qui proviennent de tous les continents de la planète. C'est en plein cœur de Bordeaux, aux abords de la ville de Pierre, que le musée d'Aquitaine regroupe plus d'1 million d'œuvres. Les origines de cette collection remontent à la préhistoire et c'est en 1960 que l'Académie de Bordeaux décide de rassembler plusieurs musées de la ville et de la région pour n'en faire qu'un seul. D'abord situé dans les mêmes bâtiments que le musée des Beaux-Arts de la ville, le musée d'Aquitaine déménage en 1987 dans l'ancienne faculté de lettres et de sciences. Un bâtiment qui, avant d'être une faculté, a eu une autre vie. En témoigne une pièce toute particulière, le cénotaphe du philosophe Michel de Montaigne, installé au-dessus de son tombeau. Ce monument a été édifié et installé ici, vraiment dans le musée, parce qu'avant qu'il y ait un musée, donc il y a 400 ans, il y avait un couvent. Et Michel de Montaigne a choisi, avec sa famille, d'être inhumé dans ce couvent qui s'appelle le couvent des Feuillants, donc ici en plein cœur de Bordeaux, parce que l'auteur des essais, qui est un des écrivains aujourd'hui les plus connus au monde et les plus enseignés au monde et les plus d'actualité, a été aussi maire de Bordeaux. Donc il a été maire de Bordeaux à 2 reprises, donc très très attaché donc à sa ville de Bordeaux. Le parcours commence à la préhistoire avec des vestiges retrouvés sur des sites archéologiques de la région de Nouvelle-Aquitaine. Vestiges lapidaires, ossements ou encore sculptures comme la Vénus à la corne qui serait une représentation de la fertilité. La Vénus à la corne, c'est une des pièces maîtresses, un des chefs-d'œuvre du musée d'Aquitaine et un des chefs-d'œuvre de l'art. En fait, cette pièce, donc on le voit, représente en fait une femme
qui a été donc sculptée dans le calcaire, hein, dans la roche. Donc, elle provient d'un site qui s'appelle le site de Lossel, en Dordogne. On est à peu près à 25 000 ans. Et cette sculpture, en fait, faisait partie de tout un groupe, de tout un ensemble avec d'autres sculptures. Cette œuvre est classée monument historique. Hein, vraiment, c'est un patrimoine national donc, français. Plus on avance, plus la frise chronologique évolue et nous plonge dans ce à quoi pouvait ressembler la ville de Bordeaux, appelée Bourdigala à l'époque gallo-romaine. Période qui marque également le début de la renommée viticole de la ville et de ses alentours, dont la production débute autour de 40 après Jésus-Christ. Et à partir de 70 après Jésus-Christ, c'est-à-dire une vingtaine, une trentaine d'années après les premières traces de production, on voit apparaître donc un nouvel emballage, un nouveau contenant hein, pour ce vin, avec cet amphore hein, qui est ici, vous voyez, qui est une amphore à fond plat. Et cette amphore, c'est une amphore bordelaise. C'est, pour aller vite, la première bouteille de vin de Bordeaux hein, que l'on connaisse. Donc, il y a 2000 ans. Et cette amphore, en fait, vous voyez, elle a une forme particulière par rapport aux autres. Chaque amphore a une forme différente en fonction du contenu et aussi en fonction de la provenance. Donc, on va créer en fait une amphore qui permet au client hein, de dire « Tiens, ça, c'est du vin de Bordeaux ». Époque médiévale avec le règne de la couronne d'Angleterre, illustrée notamment par la découverte de cette rosace du couvent des Carmes quasiment intacte. Bordeaux, appelé aussi le port de la Lune, était un centre névralgique du commerce maritime dans l'Atlantique et avait un rôle important dans le commerce d'esclaves. 400 000 ans d'histoire retracés à travers ce parcours permanent qui nous fait découvrir la place de Bordeaux et l'essor de la Nouvelle-Aquitaine à travers les siècles. Benjamin Benmoyal met un point d'honneur à utiliser les stocks de tissus déjà disponibles pour ses créations, une conception de la mode engagée et inventive. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'assez manuel, j'ai toujours voulu travailler avec mes mains, mais c'est arrivé plutôt en grandissant à l'armée, en me découvrant. Via mon année de foundation, donc la prépa à Saint-Martin, où j'ai commencé à développer le tissu, je me suis rendu compte que le tissage, c'est quelque chose que j'adore. Je suis quelqu'un d'assez hyperactif et en fait, c'est plutôt méditatif, le tissage. La première fois que j'ai appris à tisser, j'ai trouvé ça complètement passionnant et depuis, j'ai pas arrêté. C'est après son service militaire israélien que le jeune créateur Benjamin Benmoyal atterrit à Londres pour intégrer la prestigieuse Central St. Martin's School. Là-bas, il commence à tisser des bandes de VHS pour en faire du tissu. Après ses études, il fait ses gammes chez Alexander McQueen et Hermès et fonde sa marque éponyme en 2020. S'offrait à lui une liberté de création et de production qu'il ne s'imaginait pas trouver ailleurs. J'associe et le textile et le design et il n'y a aucune maison de mode qui donne autant de liberté à un designer. C'est soit on est designer, on fait des habits, soit on est designer textile. Quelqu'un qui va faire les deux et associer les deux tout le temps ensemble, c'est assez rare et moi je voulais absolument travailler comme ça. À chaque nouvelle collection, Benjamin travaille en général d'abord sur le tissu. Dans une démarche éco-responsable, il se sert des fils non utilisés de grandes maisons, ce qui limite ses choix mais décuple sa créativité. Je regarde les tissus et les fils qui sont en stock. Ensuite, en fonction de ces tissus-là, j'ai à peu près ma gamme de couleurs. De cette gamme de couleurs, je tisse mes tissus. Donc, il y a la partie des tissus tissés et la partie des tissus pas tissés. Et en fonction de ce qu'on a, je vais créer mes looks. Donc je démarre moi du tissu et ensuite je fais mes silhouettes. En éveil permanent, Benjamin prend également ses sources d'inspiration grâce au digital. On critique beaucoup le digital, les réseaux sociaux, etc. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a un accès à des images constants, à du beau constamment. Et donc moi, ça me permet d'avoir des nouvelles choses qui arrivent tout le temps. Et tous les jours, j'ai des images que je sauvegarde en vue de faire quelque chose avec. Puis il dessine une silhouette, un tombé. Certaines pièces reviennent au fur et à mesure des saisons, mais à chaque fois, Benjamin change un détail qui lui donnera une toute nouvelle allure. C'est vraiment une veste qu'on a l'habitude de faire chaque saison. Et donc on l'a modifiée, on peut rajouter des boutons à la place de mettre un zip par exemple.
Et on l'a fait un peu plus courte. Là, cette saison, on l'a fait avec un bord-côte. Installé à la caserne, un lieu éco-responsable qui concentre de nombreux créateurs, Benjamin partage ses locaux. Et c'est ici avec Diana, sa chef d'atelier et ses collaboratrices, qu'ils mettent au point l'étoile qui constitue le patron du futur vêtement. Et c'est là où on fabrique tout ce qui est toile et une partie des prototypes des collections. Donc toutes les premiers samples des collections, ceux qui sont un peu durs, on les fait ici. Donc là, c'est vraiment la partie expérimentale un petit peu de nos dessins qu'on fait au bureau. Une expérimentation qui a immédiatement plu à Diana, qui est à ses côtés depuis ses premières créations en tissu VHS à la St. Martin's School en 2018. Donc, ce qui me plaît beaucoup de travailler avec lui, c'est la diversité des tissus. Je suis toujours en train d'apprendre à travailler avec des différentes matières. Et aussi les différentes pièces que j'ai pu créer avec lui dans le modélisme. Et depuis toutes les années qu'on a travaillé ensemble, moi aussi, pour moi, c'est de continuer à apprendre dans la technique. Benjamin Benmoyal bouscule les codes et apporte un vent de fraîcheur sur la jeune garde française. Bonjour Benjamin. Bonjour Katerina. Benjamin, tout a commencé durant votre service militaire en Israël. Un soir, vous vous êtes réveillé, vous avez dit, voilà, quand je retourne à la vie civile, je veux être dans la mode. Comment on peut prendre une décision comme ça en étant commando dans les parachutistes? Je pense que c'est un cheminement en fait, qui s'est fait dans ma tête. J'avais besoin de... on est très jeune quand on fait l'armée en Israël. Notre service militaire, il a 18 ans. Et donc on est un peu conditionné, je pense, par nos parents pour un parcours de vie. Et moi, mes parents m'avaient conditionné à faire un parcours de vie scientifique pour avoir un métier stable et convenable, on va dire. Et l'armée, en fait, nous fait juste nous découvrir nous-mêmes et qui on est et ce qu'on aimerait réellement faire. Et puis surtout, ça nous apprend à nous assumer. Donc à ce moment-là, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de mes mains. Je n'étais pas sûr de vouloir faire de la mode, c'était plutôt de l'art et de l'artisanat en tout cas. La mode, c'est venu un petit peu après. Alors vous êtes arrivé à la Central St. Martin's School, pas n'importe quelle école pour la mode en tout cas. Et vous êtes confronté aux autres élèves. Par rapport à eux, vous aviez peut-être aussi dû à l'armée ou à votre vie d'avant. Vous n'avez pas la même fraîcheur, la même naïveté. Ouais. C'est quelque chose qui m'a le plus touché. Quand je suis arrivé, ils étaient hyper contents d'être là. Et moi, j'étais sorti de l'armée, ça faisait une semaine. Donc en fait, je suis passé de la bande de Gaza à Londres en une semaine et de l'uniforme à St. Martin's. Donc ouais, j'ai eu un petit choc et surtout que j'avais l'impression d'être passé, je sais pas, d'avoir détruit une partie de ma jeunesse et de mon innocence quand je les ai vus. C'est peut-être aussi en partie à cause de ça que vous êtes tourné vers le passé, vers ces bandes magnétiques des VHS que vous avez récupérées et avec lesquelles vous avez tissé finalement des tissus. Exactement. St. Martin's, c'est une école qui est assez conceptuelle, qui est très tournée sur le concept. Et moi, l'un de mes premiers concepts, c'était un concept textile. Et c'était me réapproprier mon passé. Et justement, cette naïveté, cette innocence que j'avais perdue. Et pour moi, le symbole de ça, c'était mes VHS d'enfance. C'était mon tout premier échantillon en 2013, donc il y a 10 ans. Il y a 10 ans, et puis depuis, le tissage a pris de l'ampleur. Il est passé pratiquement en mode industriel. Il est en mode industriel. Il y a un vrai cheminement entre ces deux-là. Comment ça s'est fait? Quand on fait une marque, au final, c'est un business. Donc il faut produire, il faut vendre, il faut se développer. Et pour ça, il faut industrialiser. Et le tissage à la main, il y a quelques marques qui le font. En France, c'est pas possible, ça coûterait beaucoup trop cher. Il faudrait le faire au Maroc, en Inde ou en Afrique. Et ça reste assez limité. Donc il a fallu que je trouve des méthodes pour l'industrialiser. Et là, je me suis tourné vers des industriels avec qui je travaille toujours maintenant et qui m'ont beaucoup aidé, alors que j'étais encore étudiant, à développer ça industriellement. Toute votre génération produit de manière éco-responsable. Est-ce que c'est possible réellement? Je sais pas, moi j'y crois pas personnellement. Et le discours qui dit qu'on va sauver la planète, enfin moi j'y crois pas non plus. C'est-à-dire qu'on fait de la mode parce qu'on aime ça, on fait de la mode parce qu'on aime les habits.
On ne fait pas de la mode pour sauver la planète. Par contre, oui, notre génération a une conscience écologique qui est bien supérieure à celle d'avant, mais on produit mieux, ouais, c'est indéniable. Alors, vos inspirations pour les collections sont multiples. La dernière collection est très marquée par votre passé, par le Maroc. Mais comme vous disiez tout à l'heure, en tant que jeune créateur, peut-être que le plus important, c'est pas pour chaque collection d'avoir une inspiration, mais de créer vraiment son image. Et je pense qu'il est bien plus important pour un jeune créateur maintenant de développer son image et son esthétique au fil des collections pour avoir une vraie identité visuelle et qu'on soit reconnaissable, plutôt que chaque saison changer complètement de style. Alors, il y a des créateurs qui arrivent à avoir un thème différent en gardant la même esthétique, chaque saison, ça c'est génial. Moi, mon thème, il reste à peu près pareil, et c'est juste qu'on ajoute des techniques en plus, des formes en plus, enfin quelque chose en plus à chaque nouvelle collection. Alors, comment le définir, votre thème? Comment définir votre style? Alors moi, je dirais plutôt méditerranéen, optimiste. C'est vraiment un truc qui est hyper important pour moi, l'optimisme, et dans la vie, et dans ce que je fais. Quand on fait un tissu, qui soit imprimé ou en jacquard ou en tissage, j'essaie toujours de voir l'optimisme dans le tissu. Et l'optimisme, ça passe aussi par la couleur? Ça passe surtout par la couleur, ouais. On peut montrer quelque chose d'horrible en rose, c'est très beau. Merci Benjamin. De rien, merci. Plus plateforme expérimentale que marque, Paloma Wool explore notre rapport intime aux vêtements, découverte dans En Mode. S'affranchir des hiérarchies pour se concentrer sur l'intime, sur le sensible et sur ce qui nous lie à nos habits, une vision de la mode au plus proche de l'humain défendue par Paloma Wool. Ne vous fiez pas à l'apparente simplicité, car derrière se cache une philosophie de l'épure qui en dit long sur notre rapport aux vêtements. Ici, pas question d'excès ou d'opulence, les pièces chuchotent et interpellent le corps avant d'attirer le regard. Paloma Lana, fondatrice du label, refuse même de parler de marque. Elle considère Paloma Wool comme une plateforme collaborative qui réunit des créateurs et des artistes autour d'une idée a priori toute simple, celle de s'habiller. Chaque collection est ainsi nourrie par des visions différentes et présentée lors de défilés, de performances ou bien souvent les deux à la fois. Pour l'été 2023, c'est l'artiste espagnole Carlota Guerrero qui imagine la mise en scène. Dans une galerie parisienne, elle présente une scène de bain entre femmes, un thème récurrent dans l'histoire de l'art. Il est ici question d'un regard féminin sur l'intimité, sur la proximité et sur le collectif. Corps, eau et vêtements ne font plus qu'un, le défilé devient un lieu de connexion et de confiance où la profondeur des échanges a remplacé les jugements de valeur. Il y a toujours chez Paloma Wool la question de l'habit au regard de l'environnement. Ici, elle rappelle le vêtement d'intérieur, celui qu'on porte lorsqu'on est seul avec soi-même, avec lequel on noue des liens physiques particuliers. La délicatesse des matières et la souplesse des formes évoquent la profondeur de notre rapport aux habits, nous poussent à s'arrêter sur ce qu'on intellectualise rarement. Sa mode réfléchit à la façon dont on enfile un vêtement, elle parle de gestes et de textures, de rapports entre lieu, tissu et peau. Tout devient ressenti, conscience du corps et des matières, l'habillement comme un acte universel d'expérimentation de soi. Pour nourrir ce travail presque épidermique, elle utilise la maille, souvent fine et légère, dans des coloris neutres. Elle joue sur le toucher, sur la transparence et sur une dimension artisanale. Les vêtements sont majoritairement produits en Espagne, en quantité limitée et à partir de surplus de fibres. Plutôt que de prétendre à l'éco-responsabilité totale, Paloma Wool défend le bon sens dans la confection et dans les modes de production. Elle s'inscrit ainsi dans cette branche de la mode contemporaine qui invite à prendre le temps. Celui d'observer, d'échanger,
de prendre soin, de nouer avec ses vêtements des relations intimes. Il en émane une force toute particulière, discrète mais puissante, qui dans une industrie à bout de souffle, offre une respiration plus que bienvenue. S'il faut rapiécer, coudre, repasser et découdre à l'atelier de création de costumes de l'Opéra de Bordeaux, il faut surtout imaginer immersion. Notre métier de costumier fait qu'à aucun moment il va avoir de frontières. Et on va faire de la couture industrielle ou très artisanale façon haute couture dans le seul souci qui est celui de rendre la maquette, c'est-à-dire bien réaliser ce costume-là, cette robe rouge, ce pantalon noir, le énième pantalon noir, mais celui-là raconte à la fois une vieillesse, à la fois du bourgeois, à la fois etc. On fait des vêtements qui racontent, donc à chaque fois, il faut qu'on mette notre technique au service de l'idée. Nichés sous la charpente du Grand Théâtre de Bordeaux se cachent les ateliers de création de costumes. Créé en 1790, l'Opéra n'a pas toujours eu ses propres locaux. Le métier de costumier n'existait pas encore. À l'époque, les artistes s'occupaient eux-mêmes de leurs costumes et quelques productions de ci, de là, qui étaient des productions de l'ordre de production royale, étaient gérées par une espèce de looker, metteur en scène, on ne sait pas trop comment ça intervenait, mais la plupart du temps, on s'approchait des vêtements chics, mais que le costume, les vêtements n'étaient pas forcément utilisés pour raconter le personnage. Et c'est le 19e siècle qui a vu le début des costumiers. Chef de l'atelier depuis 2009, Jean-Philippe Blanc fait perdurer cette tradition du costume de scène. Opéra lyrique, ballet classique ou contemporain, chaque année, l'atelier crée des centaines de costumes sur mesure, ce qui demande une grande capacité d'adaptation de la part de l'équipe qui peut faire face à des changements de casting ou d'annulation à tout moment. Évidemment, on va choisir des textiles les plus forts possibles, sans trahir l'esthétique. On va choisir des montages les plus costauds possibles et qui nous permettent de garder un maximum de valeur de couture à l'intérieur, de manière à faire face à des changements de casting éventuels, sous couvert de ne pas trahir l'esthétique. On va faire en sorte, pour la danse, que les costumes soient extrêmement costauds, parce que la danse, évidemment, on bouge, évidemment, on veut que le costume soit le plus ajusté possible pour trahir le corps un minimum, c'est-à-dire pour bien montrer les mouvements. Pour chaque nouvelle création, les ateliers reçoivent une maquette et des directives sur l'esthétisme, mais à cela, ils doivent ajouter des contraintes techniques, sans oublier le nettoyage quotidien des costumes. Une robe blanche qui est ensanglantée tous les soirs dans une scène, il faut que le lendemain, elle soit tout aussi blanche que la veille. Donc, non seulement on va faire en sorte que le sang soit quelque chose qui parte assez facilement, mais en plus on va choisir un support, le tissu blanc, qui soit bien en adéquation avec ce qu'on va en faire. Et évidemment, quand on transpire dans les costumes, parce que sur un plateau il fait chaud, qu'on bouge ou plus ou moins, la transpiration va altérer et les couleurs et les tissus, donc ça on fait très attention. Habillé sur mesure, chaque pièce est patronnée puis minutieusement découpée morceau par morceau avant d'être assemblée et cousue à la main. Pour le prochain spectacle de danse, Jean-Philippe effectue des recherches et des expérimentations sur du velours afin que celui-ci accroche mieux la lumière. Alors je fais ce qui est absolument interdit avec un velours, c'est-à-dire que je le repasse de manière à l'esquinter un petit peu, à faire en sorte que le poil soit moins parallèle et que la lumière s'amuse un peu plus dessus et que notre œil en profite davantage. Toutes ces étapes de création sont ponctuées d'essayages avec les artistes pour le début des répétitions sur scène. Puisque bien souvent on va commencer le travail de costume avant que l'artiste soit arrivé à Bordeaux, donc à partir de sa fiche de mesure. Dès qu'il arrive, on va faire son premier essayage, éventuellement un second essayage, un troisième essayage. On en fera autant que possible sur la période des répétitions. Et puis arrivera le moment des répétitions en costume, où là, le costume devra être fini et c'est l'équipe d'habillage qui prendra le relais. Un métier rare au service de l'esthétisme, sans cesse en quête d'innovation et d'adaptation, qui raconte des personnages et des histoires pour nous faire rêver.
Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!